Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, bienvenue à ces nouveaux numéros d'information. Plusieurs localités de la partie sud-est du territoire des Massissi au Nord Kivu sont vidées ce samedi 25 février de leurs habitants après le M23 qui ont occupé la cité de Mushaki. Il s'agit entre autres des villages de Matanda, Bihambwe vers l'ouest de Mushaki, pendant que Rubaya est aussi menacé par ces terroristes du M23 qui seraient déjà à moins de 5 km de cette cité minière sur les collines surplombant la cité de Bihambwe. Selon des sources locales, l'avancée de ces terroristes vers d'autres agglomérations du territoire de Massissi s'est fait presque sans combat. Les mêmes sources rapportent que ces terroristes du M23 étaient déjà signalés depuis le jeudi soir autour de l'agglomération des Karouba dans la chefferie de Bahunde, et ce qui a occasionné les déplacements des habitants de cette agglomération aussi vers Chacha et Goma. Pour les sources civiles, l'occupation de Mushaki donne aux terroristes plus d'opportunités d'avancer vers le chef-lieu du territoire de Massissi ou vers Chacha sur la nationale numéro 2. Des sources militaires assurent tout de même que l'armée continue à répondre à cette attaque. Après l'occupation de Mushaki, les combats se sont poursuivis jusqu'à tard dans la soirée, à l'issue desquels l'armée congolaise a eu une avancée vers Kabati sur l'axe Sake-Kichanga. Elle a aussi maintenu sa position de Malehi au nord de Sake sur l'axe Mushaki-Massissi centre. La société civile du groupement Kamuronza en territoire de Massissi au Nord Kivu a appelé vendredi 24 février le gouvernement à protéger la cité de Sake qui accueille des milliers de déplacés. Le président de cette organisation citoyenne, Léopold Moucha, a lancé cet appel après que ces terroristes du M23 ont occupé Mushaki. Il a exprimé des craintes sur leurs avancées vers la cité de Sake. La route Sake-Kichanga n'est plus fréquentée et la route Sake-Massissi est coupée. Le village environnant de la cité de Sake, comme Katembe, Malehi et Nenero, sont occupés par les terroristes du M23, a alerté Léopold Moucha. Cet activiste des droits de l'homme s'est dit préoccupé par la concentration de la population à Sake qui a accueilli des déplacés des Kichanga, des Burungu, des Kingi, des Nenero et des Malehi. Léopold Moucha a invité le gouvernement à arrêter les mécanismes préventifs. Ce qui nous fait craindre, c'est qu'il y a un arsenal militaire ici dans la cité. Et alors, si l'ennemi arrivait à récupérer les collines surplombant Sake, c'est sûr qu'il y aurait des échanges de tirs. Dans ce cas, quel sera le sort de la population? C'est pourquoi je commence à provenir. Nous demandons que les gouvernements protègent Sake. Un autre engin explosif a fait un mort et un enfant grièvement blessé dans la matinée du vendredi 24 février dans la localité de Rangira, dans le groupement Djomba à 15 km à l'ouest de Bunagana en territoire de Rutshuru. Selon des sources locales, ces enfants étaient à la recherche de bois de chauffage. Des sources sanitaires renseignent que les victimes sont prises en charge. La tranche d'âge des victimes est de 10 à 20 ans. Celui qui est décédé avait 10 ans. Les autres poursuivent le soin à l'hôpital, a dit Actualité.cd, un responsable du centre de santé de Rutshuru. Pour rappel, le 7 février dernier, une explosion avait fait un mort et 5 enfants blessés. Une autre explosion, le 17 février, avait tué une femme et blessé un autre, toujours dans cette région contrôlée par les terroristes du M23. Autre nouvelle, le 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC se tient déjà ce samedi 25 février à Kinshasa, la capitale congolaise. Plusieurs points seront abordés. La transition politique du Tchad, le processus électoral en RCA, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, Paul Kagame, le président rwandais, prévient que Kinshasa d'avoir franchi la ligne rouge en utilisant les FDLR pour attaquer les civils. Et Kigali agira de la même manière. The East Africa souligne que Paul Kagame déclare que la lutte congolaise ne se jouera pas sur les sols congolais, sur les sols rwandais plutôt.
Autre nouvelle, 6 personnes sont mortes et 3 autres blessées dans un accident déclaré le vendredi 24 février dans une station-service à Bunia dans la province de l'Ituri. Un camion-citerne contenant des carburants est également calciné et d'autres dégâts matériels sont enregistrés, précise la police urbaine. Les 2 premières sont décédées pendant leur évacuation à l'aéroport de Bunia, précise les commandants urbains de la police en ville. Et un autre blessé est mort à l'atterrissage à l'aéroport d'Entebbe en Ouganda. Et un autre a succombé la nuit du vendredi au samedi dans une structure médicale à Kampala. Un agent de cette station-service a été retrouvé mort calciné le samedi 25 février et dans la matinée, précise également la police. 2 blessés qui ont survécu à ces drames sont admis aux soins ici dans la ville de Bunia. Des dégâts matériels ont été enregistrés dans un camion-citerne plein de carburant calciné et le bâtiment et de pompes brûlées à moitié. L'intervention des casques bleus de la MONUSCO a permis de limiter les dégâts, affirme le leadership de la mission onusienne. Une panique était observée sur place car le feu progressait pour embraser d'autres habitations aux alentours de cette station-service incendiée. Selon la police, un court-circuit survenu dans les camions-citernes est à l'origine de cet incident. Plus de 20 pompes à essence proches les unes et les autres sont installées le long du boulevard de Libération dans la ville de Bunia. Autre nouvelle, au moins 20 acteurs de la société civile sont outillés sur les mécanismes de protection des lanceurs d'alerte des cas de corruption en République démocratique du Congo. Terminons par cette nouvelle, le 10e anniversaire de l'accord cadre pour la paix et la sécurité dans l'Est de la RD Congo signé le 24 février 2013 à Addis Abeba par 11 pays de la sous-région des Grands Lacs sous l'égide de l'ONU n'est pas passé inaperçu dans l'environnement sociopolitique congolais pendant cette période où le pays est secoué par l'activisme du 1-23. 10 ans après sa signature, Martin Ziakwao, qui est le docteur en relations internationales, note que la résurgence du 1-23 remet sous le tapis la problématique du bien fondé de l'accord cadre, de l'appropriation et la mise en œuvre sans fonction de la manière dont le perçoivent les parties prenantes. En effet, la défaite militaire de ce groupe armé en 2013 constituait l'incidence la plus frappante de cet accord grâce auquel fut créé et déployé par les Conseils de sécurité des Nations Unies en appui à l'armée congolaise contre le 1-23, en priorité une brigade d'intervention au sein de la MONUSCO. Cette réaction du Conseil de sécurité relevant de l'ordre temporel du moyen terme qui devrait permettre à la RDC, ainsi satisfaite d'une réponse idoine à sa requête de renforcement du mandat de la mission onusienne de paix et s'inscrire dans une solution durable consistant à l'enclenchement ou à la poursuite des réformes structurelles de l'État congolais dont l'affadissement constitue un facteur de déstabilisation aux conséquences régionales, a-t-il soutenu dans son article scientifique intitulé « L'accord cadre pour la paix, la sécurité, mais aussi la coopération pour la République démocratique du Congo et la région à l'épreuve de la résurgence du mouvement de 23 mars. » Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous terminons cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, activez la petite cloche de notification pour nous permettre toujours de vous informer à temps réel. N'oubliez pas de liker et de commenter. Je suis Santi Senga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.